Alors, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour un nouveau webinaire du BGE Club, donc avec Lamia Benamar, donc pour garder le cap et continuer à se développer par tant d'incertitudes. Donc, effectivement, cette période, aujourd'hui, cette semaine en particulier, voilà, on a prévu ce webinaire il y a quelques semaines et ça tombe extrêmement bien. Donc voilà, l'objectif, c'est d'interagir, d'avoir une belle présentation, que vous posiez des questions, donc vraiment important à vous poser des questions, qu'on échange ensemble pendant ce moment. Donc vous avez l'onglet Q et R, donc questions-réponses, pour poser des questions à Lamia. Donc voilà, je lui poserai pour vous au fur et à mesure de sa présentation, hein. Donc voilà, restez pas avec des questions qui vous polluent la tête le temps de la présentation. Elle y répondra au fur et à mesure. Et on aura en plus un temps d'échange à la fin pour échanger ensemble. Donc, je suis ravie de vous retrouver donc, pour un nouveau webinaire, comme je vous l'ai dit, donc, du BGE Club. Donc, le BGE Club, hein, pour rappel, c'est une communauté d'entrepreneurs, des personnes accompagnées et ou formées par BGE Paris. Donc, on est vraiment ravis de vous réaccueillir dans le club. Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, bien sûr, hein, cet accompagnement est pris en charge. Donc, vous pouvez revenir aussi vers moi dans ce sens. Et vous pouvez également, pendant le webinaire, avant que j'oublie, utiliser l'onglet « Converser ». Ce webinaire est enregistré, il sera disponible en replay si vous voudrez voilà, le revoir par la suite. Et également, on vous enverra la présentation. Donc, je vais laisser Lamia se présenter. Très fière d'avoir la chance qu'elle intervienne. Donc, je t'en prie, Lamia. Merci. Merci beaucoup, Chloé. Donc, c'est moi qui te remercie de me donner la possibilité d'animer ce webinaire sur une problématique qui nous concerne particulièrement en tant qu'entrepreneur. Donc, déjà, justement, c'est ça qui a fait que j'ai choisi cette thématique parce qu'au-delà de l'incertitude qu'on connaît tous en tant qu'entrepreneur, eh bien, se rajoute le contexte qui est très compliqué et qu'on vit depuis presque un an. Et juste une petite parenthèse, j'en parlais avec Chloé au début. En fait, il était prévu que ce webinaire soit fait, il était prévu pour le 22. Pour des raisons personnelles, je voulais le reporter. Mais Chloé a insisté parce qu'elle savait en fait que c'était une thématique qui intéressait beaucoup les entrepreneurs. Donc, elle a insisté pour qu'on le fasse au mois de janvier, au moins à la fin de janvier. Donc, je la remercie parce que ça tombe super bien avec le contexte actuel. Est-ce qu'on va être confiné, pas confiné? Donc, on vit dans l'incertitude totale. Alors, juste pour dire que l'objectif de ce webinaire, ce n'est pas de donner des solutions miracles, malheureusement, il n'existe pas, mais en fait, juste de proposer des astuces, des stratégies à mettre en place pour vivre au mieux l'incertitude. Et donc, idéalement, ça serait en fait de nous permettre en tant qu'entrepreneurs de faire en sorte de vivre au mieux, de continuer à développer nos activités, mais aussi, idéalement, essayer de voir comment on peut essayer de grandir grâce à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, pourquoi je n'arrive pas? Ah oui, c'est bon. Alors, il y a une phrase écrite par Eckhart Tolle, que vous connaissez peut-être, qui a beaucoup écrit sur le pouvoir de l'instant présent. Et il dit que si l'incertitude est inacceptable pour vous, elle se transforme en peur. Si au contraire, elle est parfaitement acceptable, elle se transforme en vitalité, éveil et créativité. Donc finalement, ce qu'on peut retenir de cette citation, c'est qu'il revient à nous de voir comment on peut percevoir l'incertitude pour en faire une force plutôt qu'un frein dans notre avancement. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, on vit dans un contexte incertain, anxiogène, inédit. C'est la première fois, en tout cas, qu'on vit un confinement, beaucoup d'inconnus au niveau sanitaire, au niveau économique, au niveau sociologique. Et ce qui se passe, c'est que ça a un impact sur notre expérience au quotidien. Alors, pour rappel, c'est quoi l'expérience individuelle qu'on a? En fait, elle est faite de pensées, d'émotions et de comportements. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ça a un impact sur notre mental. On se pose des questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? De quoi sera fait demain? Ceci a un impact sur nos émotions. Alors, certains vont ressentir de la colère, d'autres vont ressentir de la peur, de la tristesse, voire de la déprime. Et ceci impacte notre comportement. Donc, en fonction de notre mode de fonctionnement, certains vont avoir des comportements agressifs, d'autres vont être tout le temps dans l'action, alors que d'autres vont tomber plutôt dans l'inertie et dans l'incapacité de passer à l'action en se disant de toutes les façons à quoi bon, ça sert à quoi.
Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est tout à fait légitime de ressentir ça. D'ailleurs, il a été prouvé scientifiquement que l'incertitude entraînait un niveau de stress supérieur à celui qu'entraînait la certitude de vivre une situation douloureuse. Alors, c'est une étude qui a été faite par des Britanniques en 2016. Ils ont pris deux groupes. À l'un d'entre eux, ils ont dit vous aurez de manière certaine un choc électrique. À l'autre, ils leur ont dit vous avez une chance sur deux de recevoir un choc électrique. Eh bien, ils ont noté que les personnes qui savaient avec certitude qu'ils allaient recevoir ce choc électrique étaient plus calmes que ceux à qui on avait dit vous avez une chance sur deux. Donc, juste pour dire que ce qu'on vit actuellement est très difficile sur le plan psychologique et c'est limite de la torture psychologique. Alors, tout ça pour dire que voilà, c'est légitime, mais est-ce pour autant une fatalité? Non. Et justement, le propos de ce webinaire, c'est d'expliquer un peu les mécanismes, pourquoi on vit cela face à l'incertitude, et aussi essayer de développer des solutions adaptées à chacun, c'est-à-dire à vous, chacun individuellement, pour voir comment améliorer son mental, améliorer sa condition émotionnelle, et aussi sur le plan comportemental. Alors rapidement, je présente un petit peu mon parcours qui m'a amené ici aujourd'hui. Donc je suis coach professionnel. On va dire que mon parcours remonte à l'enfance, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de toute ma vie. C'est juste pour vous dire que de nature, enfant, j'étais très observatrice. En fait, j'aimais bien regarder, observer ce qui se passait et surtout observer les gens pour voir en fait leurs relations. À l'adolescence, j'ai découvert un livre qui a beaucoup orienté par la suite mon parcours, c'est Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne. Et c'est là où j'ai découvert le fonctionnement du cerveau qui m'a énormément fascinée. Et donc, par la suite, j'ai continué mes études à la fois en psychologie et en marketing. Mais à un moment donné, j'ai fait le choix de continuer dans le domaine du marketing parce que pour moi, ça présentait plus de débouchés. Et donc, après un doctorat, j'ai eu une carrière en tant que chercheuse et enseignante en marketing, plus particulièrement en sciences du comportement appliquées au marketing. À l'école, enfin, j'ai été enseignante à l'école de Grenoble, école de management, et chercheuse à l'IMT Business School. Par la suite, j'ai voulu donner une nouvelle orientation à ma carrière. Donc, j'ai fait un parcours en psychologie cognitive. Et juste après, je me suis dit, est-ce que je veux rester dans le domaine de la recherche, en tout cas tel que je la fais aujourd'hui? Et donc, je me suis faite accompagner par une coach. Et là, j'ai découvert justement le coaching. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est accompagner les gens dans la mise en place d'un changement transformateur. Et donc, là, vu mon parcours, je suis plus spécialiste dans le coaching cognitif et comportemental, c'est-à-dire j'aide les gens à développer une flexibilité cognitive, c'est-à-dire à adopter de nouveaux modes de pensée, adopter de nouveaux comportements pour s'adapter au changement, et puis à gérer leurs émotions. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Là, on va voir ensemble le mécanisme. Pourquoi parler du mécanisme qui se met en place en période d'incertitude? C'est parce qu'il est important de comprendre notre fonctionnement justement pour pouvoir le changer. Alors là, je ne vais pas vous parler du cerveau, des parties du cerveau, juste pour vous dire en fait que dans un contexte, là ce qui nous intéresse le plus, c'est la peur justement, c'est comment le cerveau gère l'émotion de la peur. Alors les chercheurs ont démontré qu'il y a deux circuits de peur, un circuit court, un circuit lent. Donc le circuit court, c'est ce que vous voyez en rouge. Donc là, en présence d'un stimulus que le cerveau détecte comme potentiellement dangereux, il y a la stimulation instantanée de l'amygdale en fait, qui est justement responsable des réponses physiologiques de la peur. Et donc là, il y a toutes les réactions comportementales de la peur, la fuite, ou bien en fait le combat, ou bien le fait d'être tétanisé et de ne pas savoir quoi faire. Donc ça, c'est pour le circuit court. Le circuit long, eh bien, il passe par le cortex préfrontal. Et en fait, la particularité de ce cortex préfrontal, c'est qu'il permet une analyse plus fine du stimulus. Et donc là, j'analyse, je me dis, non, finalement, ce n'est pas vraiment un vrai danger. Et donc, la réaction de l'amygdale s'arrête. Ou bien, il dit, effectivement, c'est un réel danger. Et donc là, il renforce les réactions comportementales liées à la peur. Et donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est que le circuit court, il est essentiel pour la survie. C'est-à-dire, c'est celui qui fait que face à un danger réel, on va courir parce que, de manière instinctive, sans réfléchir.
parce que justement, le circuit long, il prend plus de temps. Donc, ce qui se met en place, c'est que pour l'esprit humain, incertitude est synonyme de danger. Donc, forcément, c'est le circuit court qui se met en place. Pourquoi? Parce qu'on est programmé pour surestimer les menaces et pour sous-estimer notre capacité à y faire face. En fait, c'est justement pour permettre à l'humain de survivre. Donc, il y a l'activation du circuit court, mais au-delà, il y a en fait, c'est le cortex préfrontal qui est court-circuité. Et pourquoi il est intéressant de mettre l'accent sur ça, c'est-à-dire sur le fait que l'activité du cortex préfrontal, qui est la région en fait, à ce niveau du cerveau, elle est réduite, c'est parce que c'est ce cortex préfrontal qui est en fait responsable des fonctions exécutives. Ce sont les fonctions cognitives qu'on appelle supérieures, et ce sont ces fonctions-là qui nous permettent de nous adapter aux nouvelles situations. Ce sont ces fonctions-là qui nous permettent de planifier et de mettre en œuvre de nouvelles stratégies, de contrôler l'action, c'est-à-dire j'adapte mon action en fonction de l'environnement, et aussi c'est celui qui permet d'inhiber les informations, c'est-à-dire de faire le tri entre cette information elle est pertinente et cette information elle n'est pas pertinente. Et donc ce qui fait, c'est que dans un contexte d'incertitude, de danger et de stress, eh bien on n'a plus accès, je vais dire au moins de manière normale, à ces fonctions-là. Et donc, voilà, c'est Monsieur Hamster qui se met en route, on est dans la surchauffe cognitive, émotionnelle, on rumine et surtout, on fait toujours, c'est-à-dire on revient aux stratégies qu'on connaît et on fait toujours la même chose, même si on voit que ça ne donne rien du tout. Donc, voilà, je vais juste voir s'il y avait... Est-ce que vous avez des questions à ce propos? Non, pas pour l'instant. Donc, voilà, n'hésitez pas s'il y a quelque chose de pas clair. Alors, l'autre mécanisme qui se met en place et qui fait qu'on vit très mal l'incertitude, c'est le besoin qu'a le cerveau de créer du sens. Notre cerveau a besoin de comprendre ce qui se passe autour de lui. Et donc, il y a deux moyens. Soit il se base sur l'environnement pour créer du sens, pour comprendre ce qui se passe, mais en l'absence de contexte, on va dire, d'informations contextuelles, comme ce qu'on vit aujourd'hui. En fait, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer. Eh bien, on va créer du sens. Et pour créer du sens, en général, on se base sur nos expériences passées, sur nos peurs. Et donc, on va créer un sens de toute pièce, c'est-à-dire qui n'est pas fondé sur des éléments concrets. Et c'est pour ça qu'il est très important en fait, de faire toujours le point, je reviendrai dessus tout à l'heure, sur l'objectivité en fait, de nos pensées, sur l'objectivité des interprétations qu'on fait de notre réalité, c'est-à-dire jusqu'à quel point c'est basé sur des éléments concrets et jusqu'à quel point c'est basé juste sur des peurs subjectives. L'autre mécanisme, c'est la flexibilité psychologique. Alors, la flexibilité psychologique, c'est une caractéristique personnelle qu'on a tous plus ou moins, c'est-à-dire certains vont avoir une très bonne flexibilité psychologique et d'autres beaucoup moins. Et c'est cette flexibilité psychologique, en fait, c'est la capacité à avoir des comportements adaptés même en la présence de pensées et d'émotions négatives. C'est-à-dire, on n'est pas là dans la psychologie positive où on peut aller jusqu'à nier en fait la difficulté d'une situation. Non, tout va bien, je me sens bien. Non, c'est en fait accepter qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, que j'ai des émotions négatives, que j'ai des pensées qui me perturbent, mais n'empêche, cela n'affecte pas ma capacité à m'adapter. Donc, quand on a une bonne flexibilité psychologique, eh bien, on s'adapte, on a une bonne capacité d'adaptation comportementale. À l'inverse, quand on a une faible flexibilité psychologique, liée à notre éducation, liée à notre entourage, donc c'est un processus en fait qui se met en place depuis notre enfance, eh bien, on est dans ce qu'on appelle l'évitement expérientiel, c'est-à-dire on va éviter toute situation susceptible d'entraîner de l'anxiété chez nous. Et ce qui se passe, c'est que plus on va éviter des situations stressantes, et bien plus, j'ai envie de dire que notre répertoire comportemental, il va rester limité. C'est-à-dire, je ne vais pas vivre de nouvelles situations qui vont m'apprendre à réagir différemment. Et quelles sont en fait les causes, les processus psychologiques qui peuvent expliquer la flexibilité psychologique, le manque de flexibilité? C'est par exemple considérer les émotions négatives et l'anxiété comme anormales. Là, il y a des personnes qui refusent en fait
de vivre des émotions négatives, qui sont dans la résistance, qui évitent tout contexte anxiogène, parce qu'elles considèrent que ce n'est pas normal, et donc ça diminue leur flexibilité psychologique. Il y a aussi le fait de se projeter continuellement dans le futur afin de contrôler, maîtriser ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que je ne vais poser aucune action si je ne maîtrise pas totalement mon environnement. Comme disait Mark Twain, il disait « J'ai eu beaucoup de problèmes dont la plupart ne se sont jamais produits ». C'est-à-dire, est-ce que vous, personnellement, vous avez vécu des situations où vous avez imaginé le pire et finalement, ça ne s'est pas produit. C'est ça, et le fait de se projeter continuellement dans le futur pour contrôler, maîtriser, eh bien, ça va freiner notre capacité à se mettre en action. Et enfin, privilégier une vie sans anxiété au détriment de la vie elle-même. En fait, le fait de ne pas reconnaître que l'anxiété, les émotions difficiles font partie de la vie et du coup, éviter à tout prix de vivre ce genre d'émotions, eh bien, va nous faire passer peut-être à côté de plein d'expériences dont est fait la vie. Alors, là, on a balayé ensemble, rapidement, les mécanismes qui se mettent en place dans un contexte d'incertitude. Donc là, la deuxième partie va être plus axée sur les solutions. Quelles solutions vous pouvez mettre en place, c'est-à-dire en votre qualité d'entrepreneur, mais juste dans votre vie quotidienne en tant que personne, parce qu'on fait tous face à la même situation, pour améliorer votre bien-être et la gestion émotionnelle, pour maintenir le passage à l'action, à la motivation, parce que ça, c'est essentiel en fait pour justement garder le cap et continuer à développer notre activité. Et enfin, sortir du subir et pourquoi pas ne pas mettre en place un changement transformateur, parce que justement, il y a beaucoup d'études qui ont montré que les plus grands changements qui nous transforment nous en tant que personnes, eh bien, on les vit pendant des périodes de crise. Et j'ai envie de dire, là, c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas du tout. Alors, pourquoi ne pas adopter l'attitude en se disant, pourquoi ne pas profiter de cette crise pour changer vraiment au niveau de mon mode de fonctionnement et au niveau de ce que je suis. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Il y avait une remarque que je trouvais assez pertinente et ce serait intéressant d'avoir ton retour, Lamia. C'est pour moi, on ne gère pas ses émotions, on les traverse, sinon elles créent des blocages. Accueillir, reconnaître et traverser pour se libérer. Je ne sais pas si tu peux réagir. Alors, est-ce que je peux voir Ah oui, c'est dans Converser. On les traverse, sinon elles créent des blocages. Oui, c'est tout à fait ça, parce que justement, les émotions ont des messages à porter. Et comme on dit, en fait, j'aime bien la métaphore du facteur. Facteur qui a un message, tant qu'on ne lui ouvre pas la porte, il va revenir encore et encore. Donc, tant qu'on n'a pas pris le temps d'accepter son émotion et de voir quel est le message qu'il y a derrière, comme dit Emmanuel très bien, c'est effectivement ça va créer des blocages au niveau des actions, parce que justement, selon en fait l'approche cognitivo-comportementale, ce qui se passe, c'est qu'on a des pensées, une interprétation de notre environnement qui crée des émotions, et finalement, effectivement, ce sont nos émotions qui ont un impact sur notre comportement. Donc oui, si on n'accepte pas, si on ne fait pas ce travail d'acceptation de ces émotions-là, on aura du mal en fait à les intégrer dans notre mode de fonctionnement et voilà, à agir en conséquence. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Lamia, je trouve très intéressant. Pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, vous pouvez utiliser l'option Q et R ou converser directement. Effectivement, vous pouvez aussi vous adresser à nous en privé en quelque sorte, ou alors à tout le monde. Oui, parce que moi, en fait, je regarde de temps en temps la discussion, mais pas de manière régulière, justement. Donc, voilà, Chloé, si tu vois qu'il y a une question ou une remarque, voilà, n'hésite pas à m'interrompre. Avec plaisir. Merci, Lamia. Alors là, je vais vous présenter quelques leviers. Après, le but, c'est pas de les utiliser forcément tous, parce que ce sont des choses indépendantes, mais de voir finalement le levier qui vous correspond le plus.
parce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place à un certain moment et d'autres à d'autres moments. Donc, le premier levier, celui-là, par contre, il est, il est essentiel et tout le reste en découle, c'est changer son rapport au monde qui passe par l'acceptation. Donc, voilà, Emmanuel l'a très bien dit, c'est par l'acceptation de ce qui est et se détacher de l'illusion du contrôle. Alors, accepter à certaines personnes qui se disent, oui, mais accepter, ça veut dire quoi? On va être dans la fatalité, on va faire avec ce qui est, on va être dans la passivité? Non. En fait, l'acceptation, c'est juste la reconnaissance de ce qui est sans résistance, tout simplement. Voilà, j'accepte que le contexte est tel qu'il est. Je ne fais pas de résistance par rapport à cela. Et puis aussi me dire que ça fait l'incertitude, fait partie intégrante de la vie humaine. C'est-à-dire là, ce qu'on imagine contrôler, le fait de vouloir contrôler et maîtriser, c'est juste un automatisme du cerveau qui nous dit j'ai besoin de contrôler, il faut que je contrôle, mais finalement, ce n'est pas possible. Donc, c'est juste une illusion. Donc, comme je disais, l'incertitude fait partie intégrante de la vie. Et puis, le cocon, en fait, finalement, notre cocon qui veut nous protéger, il ne faut pas oublier ça, en fait, le cerveau, il fait ça juste pour nous protéger, pour notre survie. Eh bien, il construit un cocon qui finit par être une prison virtuelle. C'est-à-dire, je ne vais que là où je suis sûre d'être en sécurité. Je ne vais pas sortir de ma zone de confort, mais j'ai envie de dire, c'est même pas la zone de confort, c'est la zone de connu. Parce que parfois, on est dans une situation où on n'est pas forcément confortable, c'est une situation qu'on connaît. Et on a peur de sortir de ce cocon-là. Parce que justement, la sécurité n'égale pas bonheur ni réussite. La sécurité, c'est juste de la sécurité. C'est-à-dire, je suis dans un contexte où je ne ressens aucun danger, je suis en terrain connu, mais est-ce pour autant que je suis heureux ou que je réussis? Pensez à des moments où vous étiez, par exemple, dans une situation très confortable, où vous vous sentiez en sécurité. Est-ce que vous n'avez pas vécu des situations où en même temps vous sentiez la sécurité et la frustration, la sécurité et l'ennui, par exemple? Donc voilà, juste pour remettre les choses en place, sécurité n'égale que sécurité. Et finalement, on le sait tous en tant qu'entrepreneur, c'est qu'en sortant de cette zone de connu, en allant vers la zone de progression, qu'on est capable en fait de se réaliser, de réaliser ses rêves. Et puis, la résistance nourrit la peur. Là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, résister à ses émotions, ou bien résister, non, je ne veux pas vivre ça. Eh bien, qu'est-ce que va se dire le cerveau? Plus je vais résister à quelque chose, plus lui, il va associer, il va conforter en fait l'idée que c'est un danger. Et donc, ça, on va alimenter, on va être dans ce cercle vicieux. Plus on va essayer de fuir quelque chose, plus on va en avoir peur. Donc, accepter, comme j'ai dit, le fait que l'incertitude fait partie intégrante de la vie, et puis surtout accepter le fait qu'on ait des émotions qui sont difficiles et des pensées qui sont difficiles, parce que j'ai envie de dire qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on n'accepte pas. Si je dis cette chose n'existe pas, ben je n'ai pas le pouvoir de changer cette chose. Donc, juste être dans l'acceptation. Et puis, après, pour changer son rapport au monde, il faut travailler, élargir son attention. Alors, on a deux sortes d'attention, focalisée ou ouverte. Alors, pourquoi l'attention, c'est quelque chose de très important? Parce que l'attention, c'est le premier filtre, en fait, c'est le premier processus cognitif qui filtre notre réalité. Finalement, je ne vais voir, le cerveau ne va voir que les choses sur lesquelles je focalise mon attention. J'ai envie de donner un petit exemple. En fait, ce matin, comme je sais que j'avais mon webinaire, j'ai vu qu'ils allaient commencer à faire des travaux ici à côté de chez moi. Donc, bien sûr, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, j'espère qu'ils ne vont pas faire de bruit. Et à un moment donné, j'étais en train de travailler et j'ai perçu un bruit que d'habitude, je n'aurais pas perçu, c'est-à-dire que je n'aurais même pas fait attention. Mais là, comme mon cerveau en fait, avait enregistré que si jamais il y a du bruit, il y a un problème, eh ben, il a pu percevoir ça. Donc ça fait partie de l'attention focalisée et ça se fait souvent de manière inconsciente. C'est-à-dire comme on est dans un mécanisme de survie, ben forcément, je ne vais voir que ce qui est susceptible de représenter un danger. Donc là, il est essentiel en fait, d'ouvrir son attention, d'être dans une attention plus élargie pour savoir ce qui se passe dans mon monde, en fait, pour ne pas biaiser notre réalité. Et une des manières, c'est la méditation, et plus particulièrement ce qu'on appelle la méditation
à conscience ouverte. Alors, la méditation à conscience ouverte, c'est une méditation où on est juste de l'accueil de ce qui est, sans jugement. C'est-à-dire juste, j'ouvre ma conscience à ce qu'il y a autour de moi. Et donc, il y a plusieurs études qui ont été faites sur ce type de méditation et qui ont montré en fait que ça a beaucoup de bienfaits sur notre bien-être psychologique. Parce que la méditation, de manière générale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle réduit la rumination mentale. C'est-à-dire, je ne suis plus, j'ai les pensées qui viennent, mais je ne m'accroche plus à ces pensées. Donc, j'arrête de construire des scénarios catastrophes sur le futur ou bien de ruminer ce qui s'est passé dans le passé. Donc, le fait de réduire la rumination mentale, eh bien, ça réduit le niveau de stress et d'inquiétude. Je suis juste dans une attention ouverte et élargie à ce qui se passe, sans penser, par exemple, à demain ou à ce qui s'est passé hier. Et donc, ça permet de sortir du mode vigilant, qui est un mode automatique. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais percevoir plus les sources de danger. Et encore plus quand on est en période de stress comme aujourd'hui, eh bien, on va être à l'affût d'informations qui sont susceptibles justement d'alimenter cette peur. Donc, sortir du mode vigilant. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet de s'ouvrir de nouvelles perspectives. Par exemple, là, aujourd'hui, si je suis concentrée sur ce qui ne va pas dans mon activité, eh bien, ça peut, par exemple, tel client ne m'a pas répondu, est-ce que je vais perdre tel client? Ça ne me donne pas l'espace pour voir si j'ai de nouvelles opportunités qui s'offrent à moi. Parce qu'il se peut que j'ai des opportunités dans mon environnement que je ne vois pas parce que j'ai une attention trop focalisée justement sur en fait les dangers potentiels. Donc ça, c'est sur la partie, le premier levier, sur changer son rapport au monde. Donc l'acceptation et puis élargir son attention. Lamia, juste, je t'interromps parce qu'il y a Marie-Françoise qui nous dit que quand elle essaye la méditation, sa rumination mentale revient très fort. Est-ce que ça... D'accord. Alors, pardon, c'est Marie-Françoise. Marie-Françoise. Alors, Marie-Françoise, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est de la rumination, c'est-à-dire par rapport au passé, c'est bien ça? Mais en tout cas, en fait, ce que je veux spécifier sur la méditation, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on médite, on n'est plus censé avoir de pensée, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire, le cerveau ne peut pas s'arrêter de penser. Donc, même s'il y a des pensées, l'objectif de la méditation, c'est de ne pas s'accrocher parce qu'on ne prend pas conscience qu'à partir d'une pensée, quand on suit la pensée, il y a une autre qui arrive, et c'est ça qui nous emmène soit dans le passé, soit dans le futur. Donc, j'ai envie de dire à Marie-Françoise, c'est que continuer, c'est-à-dire même s'il y a des pensées, même si parfois il y a de la rumination, essayez de vous dire, prenez conscience en fait de ça, et dites stop, arrêtez, c'est-à-dire faites l'effort conscient d'arrêter, et là vous pouvez revenir à votre respiration, bien aux sensations corporelles. Là c'est important en fait, justement le fait de s'ancrer, de revenir à son corps, à ses sensations corporelles, et bien ça permet de se détacher des pensées. Oui, on peut utiliser les méditations guidées. Oui, petit bambou, effectivement, je confirme pour l'avoir utilisé plusieurs fois. C'est une très bonne application pour la méditation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Marie-Françoise. Ce n'était pas tant une question, c'était une remarque qu'elle a. Oui, Christophe André qui a une très belle voix pour guider la méditation. Donc, je continue alors. Donc, juste pour dire, pour la méditation, il ne faut pas abandonner, même si ça, j'ai envie. Le propre de la méditation, c'est de ne pas avoir d'attente, justement. Donc, même si un jour, entre guillemets, on ne réussit pas, on est dans la rumination, c'est pas grave. Réessayez en vous ancrant toujours à votre souffle et dans votre corps. Alors... Lamia, il y a une question Oui. sur la méditation, justement. Est-ce que c'est à pratiquer tous les jours ou juste quand on a des soucis? Alors, moi, ce que je conseille, tous ceux qui pratiquent la méditation, c'est tous les jours. Tous les jours parce que plus on adopte on va dire la posture qui aide à la méditation, plus on rentre plus facilement, plus on observe ses bienfaits.
Alors que quand on l'utilise, que quand on a besoin, donc j'imagine dans des situations de stress, il est beaucoup plus compliqué justement de se détacher de ses pensées en situation de stress qu'en situation où on est bien. Donc moi, ce que je conseille, c'est de la faire, ce que conseille tout le monde, pas moi, de la faire de manière la plus régulière possible. Et comme disait, je pense justement, je pense que j'ai entendu ça dans la méditation de l'application Petit Bambou, c'est qu'il vaut mieux faire un petit peu tous les jours que beaucoup, une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Pour voir les bienfaits, il vaut mieux le faire de manière régulière et tous les jours. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de faire 30 minutes de méditation tous les jours si vous ne pouvez pas. Et aussi, on a une autre remarque d'Emmanuel sur souvent nos pensées créent des émotions. Encore une fois, on ne nous apprend pas suffisamment à les accueillir, donc à pleurer, à être en colère, voilà, et à les exprimer. Et pourtant, elles sont indispensables à notre bien-être psychologique. Je ne sais pas si tu veux rebondir, Lamia, là-dessus. Sur les émotions ? Oui. Oui, sur comment on peut gérer. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on maintenant, on parle de plus en plus d'intelligence émotionnelle, parce que pendant des années, on pensait que seule l'intelligence, enfin, entre guillemets, cognitive, était importante. Mais là, même les recherches en sciences cognitives démontrent que tout est lié. En fait, notre cognition est liée à nos émotions. D'ailleurs, il y a Damasio qui est je ne sais pas s'il est neuroscientifique, mais en tout cas, il a fait beaucoup, c'est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur les émotions. Il a démontré que en fait, nos processus cognitifs, nos processus mentaux sont très liés aux émotions. Donc, les émotions font partie de notre vie quotidienne et que l'émotion, elle rentre en fait dans le processus de prise de décision. Ce sont des moteurs à nos actions. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel. On ne nous a pas appris, même si maintenant ça commence à changer, à utiliser, mais à être dans l'acceptation de nos émotions pour en faire des alliés. Voilà, on était plus dans le non, il faut savoir gérer ses émotions. Les émotions négatives, surtout dans le domaine professionnel, elles sont mal vues. Maintenant, ça commence à changer petit à petit. Peut-être lentement, mais petit à petit. Alors, d'autres questions. Qu'est-il fait aujourd'hui pour que les personnes aient des espaces pour les exprimer? Où et comment les mettre en place, ces émotions, dans nos sociétés? Ah, là, j'ai envie de dire, c'est une question un peu plus politique, systémique. Alors, ce que je sais, c'est que maintenant, en fait, il y a par exemple toutes les personnes qui interviennent en entreprise, elles font des efforts justement pour faire intégrer ça dans le domaine professionnel, pour expliquer par exemple les coachs, les sophrologues, pour expliquer que les émotions sont importantes. Et j'ai envie de dire que les leaders aussi aujourd'hui, les managers, ils se rendent compte que beaucoup de leurs problèmes sont liés soit à une mauvaise gestion émotionnelle chez eux, soit à une mauvaise relation entre leurs employés. Et on commence à parler de plus en plus de soft skills. Et les émotions font partie justement de ce développement de ces compétences relationnelles. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? J'ai envie de dire faire prendre conscience encore plus, en parler encore plus. Il y a des gens qui font déjà ce travail. Et si on ne peut pas exprimer ses émotions en présence de quelqu'un de bienveillant, cela crée des pressions. J'ai envie de dire, oui, c'est vrai que si on n'a pas un espace capable d'accueillir ses émotions, oui, cela crée un burn-out. Malheureusement, il y a quelques entreprises qui ont pris conscience de ça, d'autres pas encore. Donc, si le temps que vraiment ça se mette en route et que ça soit démocratisé, si on ne trouve pas cet espace, on peut le créer aussi. On peut le créer dans son cercle social. C'est-à-dire il y a toujours des solutions. Si on ne trouve pas cet espace-là, on peut le créer. Et puis, qui sait, si vous engagez dans cette démarche, peut-être que les autres verront que c'est une bonne chose et que c'est efficace. Super, merci beaucoup, Lamia. Alors, comment concrètement accepter nos émotions? Doit-on mettre des mots dessus ou chercher à comprendre pourquoi nous réagissons ainsi? Alors, comment accepter nos émotions? J'ai envie de dire que c'est pas un processus facile au début, parce que forcément, on n'a pas envie de vivre des émotions négatives, il faut le dire. Mais d'expérience personnelle,
c'est que ce que j'ai remarqué, moi, personnellement, quand j'ai commencé ce travail sur les émotions, c'est que plus on accepte nos émotions, d'accord, je ne me sens pas bien, je me sens triste. Donc oui, il faut savoir où ça se passe aussi, à quel niveau, dans le corps, parce que l'émotion, dans un premier temps, s'exprime au niveau corporel. Donc où ça se situe? Ça se situe au niveau de ma tête, au niveau de mon ventre, au niveau de mon thorax. Donc déjà, savoir être à l'écoute de son corps pour savoir où situer l'émotion, mettre un mot dessus ou pas, je pense que ça peut aider aussi. Je me sens, c'est juste qu'au lieu de dire je suis triste, il vaut mieux dire je me sens triste pour justement ne pas faire la dissociation entre le sentiment et ce qu'on est. Et plus on va accepter, ok, j'accepte de vivre cette émotion, je vais pleurer, je vais exprimer ce que je ressens, plus vite ça passe. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de résister à une émotion, eh bien tout ce qui se passe, c'est que en fait, cette émotion dure beaucoup plus longtemps. Essayez, un jour vous vous sentez déprimé, vivez cette émotion, laissez-vous prendre par elle. Il y a justement un psychologue qui parle de la métaphore des sables mouvants. Plus on résiste aux sables mouvants, plus on risque de s'enfoncer encore plus profondément. Donc essayez de vivre, de laisser cette vague vous submerger et voyez ce qui se passe après. Ça passe beaucoup plus facilement. Oui, tout à fait d'accord. La communication non violente est un levier puissant parce que justement, ça, c'est basé sur l'expression de nos sentiments. C'est-à-dire, voilà ce que je ressens suite à ton comportement. Voilà ce que ça révèle chez moi en tant que besoin, parce que les émotions révèlent des besoins chez nous. Et voilà ce que j'attends de toi. Donc oui, Gwenaëlle, tout à fait. J'ai répondu aux questions. Si Alors, il y a encore Marie. Je ne sais pas si tu le vois. J'ai souvent l'impression que la gestion des émotions en Europe n'a jamais été aussi développée. Et pourtant, on voit que c'est vraiment un souci aujourd'hui. Comment expliquer que les générations actuelles souffrent autant de cela avec tout ce qui existe? J'ai souvent l'impression, pardon, je relis. Hein. Oui, pas de souci. C'est plus facile pour moi, je pense que mon visuel est plus développé que mon auditif. En Europe, n'a jamais été développé. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de gestion émotionnelle, de l'intelligence émotionnelle, et pourtant c'est aujourd'hui qu'on voit que c'est vraiment un souci. Tout d'accord, comment expliquez-vous que les générations actuelles souffrent autant de cela? Oui, je suis d'accord et j'ai envie de dire qu'il y a une différence entre un discours qu'on tient et entre le fait de, d'incarner ce discours. Donc oui, on peut lire beaucoup de livres sur la gestion émotionnelle, mais moi-même, je remarque qu'effectivement, quand je lis par exemple des livres sur le management en Angleterre ou bien aux États-Unis, on voit que ce n'est pas du tout la même approche qu'en France. En entreprise en Angleterre, par exemple, où les études en management en lien avec la psychologie, en lien avec le coaching, sont beaucoup plus développées. Donc, j'ai envie de dire, j'espère que ça va venir en France, les choses se mettent en place. Alors, c'est comme toute chose, ça commence par un discours. Après, il faut le temps pour que les choses se mettent en place. Et pour les nouvelles générations, eh bien, elles subissent un petit peu les conséquences de l'éducation qu'on a eue jusqu'à présent. Donc, voilà, j'ai envie de dire, c'est à nous, peut-être en tant que parents, de donner l'exemple, de laisser l'espace à nos enfants de s'exprimer. Et puis aussi de se donner la liberté d'exprimer ses émotions et puis donner l'exemple. Et moi j'y crois en fait. Chacun de son côté met en place une action qui va avoir un impact sur la société de manière générale. Et d'ailleurs, rien qu'en voyant, ça me fait penser quand on voit les politiciens en France et les politiciens aux États-Unis, on voit que ce n'est pas du tout la même approche. Quand on voyait par exemple Barack Obama s'exprimer, il est dans l'émotion, il s'exprime de manière corporelle, il exprime le ressenti. Là, je parle juste de ce qu'on voit. Hein. Et alors que quand on voit nos ministres et nos présidents, ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est beaucoup plus cadré, il n'y a pas d'émotion qu'on voit. Donc, oui, je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais il y a une évolution au niveau de la société qui peut-être n'a pas encore atteint nos dirigeants. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, je pense. On refera un petit point question. D'accord, très bien. Super, merci beaucoup Lamia pour ces réponses complètes. Je t'en prie, Chloé. Alors, changer son rapport au monde, donc élargir l'attention.
Le deuxième levier, c'est le recadrage. Donc, j'en parlais tout à l'heure. C'est que souvent, quand on est dans une situation de stress, c'est lié aussi à notre interprétation de la situation. Ça passe souvent par des pensées automatiques et inconscientes qui font que ça va créer des émotions et du coup créer un certain comportement. Donc, quand on est dans une situation d'incertitude, il est essentiel, ou dans toute situation, il est essentiel de recadrer, en fait, de recadrer notre perspective. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on peut poser la question, c'est le quoi. Quel domaine, par exemple, est source de stress et d'inquiétude? Est-ce que c'est mon activité professionnelle? Est-ce que c'est ma santé? Est-ce que ce sont mes relations? Et comment ça se manifeste chez moi? Quelles pensées j'ai? Quelles sont les émotions? Quel comportement j'adopte? Pourquoi c'est important d'écrire cela et le mettre sur papier? Parce que ça permet en fait de prendre conscience de certaines choses. C'est comme si, en fait, il y avait un parasite. Quand on est en situation de stress, il y a des parasites. Il y a quelque chose qui nous embête, mais on n'a pas pris forcément le temps de voir, d'analyser la vraie source du problème. Donc, c'est essentiel de se poser la question quoi, de l'écrire. Après, pourquoi? C'est-à-dire, il faut aller plus loin dans l'analyse. Quels sont les risques perçus? Par exemple, si je me dis par rapport à mon activité, bien, j'ai une peur de perte de chiffre d'affaires, j'ai une peur, par exemple, de ne plus pouvoir payer mes charges. Se poser la question, quels sont vraiment les risques que je perçois et de quoi ai-je vraiment peur? Si vraiment ça se passe, qu'est-ce qui va se produire? Là, le but, c'est de faire la différence entre les peurs de surface et ma réelle peur profonde qui est souvent inconsciente. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vraiment en moi me fait vraiment peur? Et surtout, sur quelle base concrète je considère que c'est un problème? Est-ce que j'ai des faits concrets? Est-ce que c'est des chiffres? Là aussi, c'est une étape importante pour faire la différence entre ce que je disais tout à l'heure, entre les scénarios catastrophes et entre des choses concrètes qui sont basées sur des faits concrets. Ensuite, la temporalité. Quand? Quand cela risque de poser un problème? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 3 mois? Donc, le fait de savoir quand, ça permet aussi de planifier. Tout à l'heure, je vais parler de l'action, mais de voir effectivement si c'est un problème dans 6 mois, est-ce que c'est vraiment essentiel que je me range les freins dès aujourd'hui et que je passe 6 mois de vie de mauvaise qualité? Et revenir au présent, est-ce que vraiment aujourd'hui c'est un problème? C'est-à-dire pour voir justement, ça permet de changer de perspective et de voir que peut-être aujourd'hui finalement tout se passe bien, et que j'ai des moments de qualité ou des choses que je ne vois pas parce que je suis trop concentrée sur mon problème. Et l'action, et là c'est essentiel de faire la distinction entre les éléments que je peux réellement changer, qu'est-ce qui dépend vraiment de moi, qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui ne dépend pas de moi, je ne peux rien faire, donc il vaut mieux le laisser de côté. Et quelle action concrète je peux mettre en place? Et là, quand on parle d'action, c'est essentiel de planifier, c'est-à-dire une action qu'on ne planifie pas, ça a été prouvé par de nombreuses études, on a peu de chances de la mettre en place. Et donc, quand on parle de planification, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire concrètement? Quand? Et comment? Donc, voilà pour le recadrage en fait, que vous pouvez utiliser soit en temps d'incertitude ou de manière plus globale, quand vous êtes dans une situation où floue, où vous sentez qu'il y a un problème, mais vous n'avez pas encore pris le temps de bien analyser pour savoir ce que vous pouvez mettre en place. Donc là, ça permet en fait de changer de perspective. Alors, le troisième levier, c'est développer son sentiment de sécurité. Alors, de manière tout à fait naturelle et souvent inconsciente, on a tendance à associer notre sécurité, la sécurité qu'on ressent, à un élément externe. Par exemple, je me sens en sécurité quand je suis dans une relation. Je me sens en sécurité si j'ai un salaire régulier. Or, ce sont deux choses différentes en fait. Le sentiment de sécurité, c'est quelque chose de très d'interne et de très personnel, alors que l'incertitude, nous la vivons tous, c'est-à-dire on fait tous face au même contexte qui est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc là, il est essentiel de faire cette distinction entre incertitude et sentiment de sécurité, donc entre l'incontrôlable et le personnel, et de faire en sorte de développer son sentiment de sécurité interne, c'est-à-dire développer quelque chose qui dépend de moi et qui est indépendant du contexte.
Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est un des moyens, mais ce n'est pas le seul, parce que le sentiment de sécurité, il se construit tout au long de notre, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, c'est de créer, d'identifier, d'activer votre refuge interne. Et là, ce qui peut aider, c'est la visualisation. Donc, vous pouvez vous mettre en condition pour visualiser un environnement et le visualiser, en fait, le voir avec le plus de détails précis, où vous êtes, avec qui, à quoi vous pensez, si vous pensez à quelque chose, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes en mouvement, est-ce que vous êtes assis dans un coin de la nature ou ailleurs. Et une fois que vous vous sentez bien dans cet environnement, ou vous visualisez bien dans cet environnement, en paix et serein, eh bien, vous posez la question, pas la question, mais essayer de savoir ce que vous ressentez. Et là, au-delà de le savoir de manière mentale, c'est plutôt de le ressentir au niveau de votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? À quel niveau ça se situe? Et le vivre pleinement. En fait, on n'en parle pas assez. Le corps a une formidable mémoire qu'on n'utilise pas assez. Et donc, le but, c'est de créer des sensations que votre corps va mémoriser. Et vous pouvez à ce moment-là, une fois que vous vivez pleinement cet état de plénitude, l'ancrer. Alors, en PNL, parfois, on utilise par exemple, vous pouvez vous toucher une partie de votre corps pour associer ce sentiment à une partie. Par exemple, je me touche le poignet. Une fois que je sens que je me sens bien, je me touche le poignet. Ou bien l'associer à une image ou un symbole. Et donc, le but, c'est que vous pouvez par la suite réactiver ce symbole ou ce refuge interne quand vous en avez besoin. C'est-à-dire quand vous sentez que les émotions sont trop fortes, que vous ressentez de l'anxiété, vous pouvez activer ce refuge interne que vous avez créé. Le quatrième levier, c'est rassurer son cerveau. Comme j'ai dit, en fait, le cerveau est là pour nous protéger. En fait, il se donne une mission de nous protéger. Et donc, il faut jouer avec, c'est-à-dire lui donner de quoi lui rassurer plutôt que de jouer contre. Et un des moyens, c'est instaurer des habitudes rassurantes. Comme le cerveau a besoin de sentir un contrôle, il veut savoir où il va, il veut savoir ce qui va se passer. Et comme c'est difficile aujourd'hui de se projeter sur ce qui va se passer, par exemple, dans un mois ou dans quelques semaines, eh bien, on peut ramener la projection du futur vers une projection quotidienne, c'est-à-dire instaurer une structure et des habitudes qui permettent de rassurer le cerveau. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations où en fait vous avez changé par exemple de vie, où votre quotidien a changé, où vous avez senti du stress sans que vous compreniez pourquoi. Alors moi, je pense en fait à une expérience personnelle. Quand j'étais salariée, bien, j'avais envie de changer de travail et quand j'allais par exemple au travail, je voyais les gens faire leur sport, je me disais tiens, une fois que j'aurai quitté mon travail, ben, je prendrai le temps tous les matins, j'aurai le temps de faire mon sport, de faire mon jogging comme tout le monde. Et le jour où j'ai arrêté mon travail, donc le premier jour où j'avais plus d'activité salariale, je me suis réveillée avec un sentiment de vide effroyable, un niveau de stress très fort, sans savoir pourquoi. C'est juste, je me suis réveillée, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et je n'avais pas compris, en fait, c'est juste que c'était un vide et que mon cerveau avait perdu tout contrôle, il ne savait pas ce qui allait se passer. Et donc, ça a généré du stress chez lui. Donc, le fait, quand j'ai commencé à faire des plannings quotidiens, que je respectais, que parfois je ne respectais pas, ben, ça a permis de réduire justement ce niveau de stress, juste parce que j'ai dit à mon cerveau, bon, tu as besoin de savoir où tu es, où tu vas, ben voilà, je te donne la structure de la journée. Donc, ça calme le niveau de stress et après, vous pouvez être plus dans l'action. Le cinquième levier, je vais voir s'il n'y a pas de questions. Non, pas de questions pour l'instant. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc voilà, j'attends alors que tu... Oui, oui, t'inquiète pas. C'est important, tu me diras. Alors, le cinquième levier, c'est gérer et optimiser son énergie. Alors, de manière globale, on a besoin de mettre en place un changement dans notre vie. Et encore plus en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'être créatif, de changer des choses et de faire des choses nouvelles. Or,
si on considère le fonctionnement du cerveau, pour mettre en place un changement, et je parle de changement qui dure dans le temps, eh bien, il faut du temps, de l'énergie et de l'espace. Mais le problème, c'est qu'en cas de stress émotionnel et de fatigue, eh bien, on a du mal à utiliser le néocortex, en fait, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est responsable de la planification, de la mise en place du changement. Et on retourne en terrain inconnu à nos anciennes habitudes. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre des actions en prenant en compte le fonctionnement de notre cerveau. Donc, tout d'abord, être patient. Là, on est dans une situation, dans un contexte très difficile. On sait qu'à la base, le changement prend du temps. Donc là, si ça prend encore plus de temps, eh bien, on fait avec. Être patient et utiliser la méthode Kaizen. La méthode Kaizen, c'est la méthode des tout petits pas. Donc, pourquoi on dit que c'est la méthode Kaizen? Parce que c'est une méthode qui a été utilisée au Japon. Ils l'ont importée des États-Unis et qui a permis la construction du pays après la Deuxième Guerre mondiale. Ça leur a permis de reconstruire toute leur industrie. Elle est basée sur la mise en place de tout petits changements, c'est-à-dire je fais un tout petit changement avec ce que j'ai. Et donc, c'est une méthode qui a été répliquée en psychologie, qui est utilisée en fait en management, en entrepreneuriat. Et j'ai envie de dire, c'est une méthode magique parce qu'effectivement, ça permet de se mettre en action. Parce que là, parfois, je pense que vous avez tous vécu des moments où vous avez vraiment du mal à passer à l'action, où vous êtes en baisse de motivation, vous avez envie de faire autre chose. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la méthode des tout petits pas. Et quand je dis tout petit, ça peut être vraiment des micro-actions. Moi, par exemple, ce que je fais les jours où je manque de motivation, je n'ai envie de rien faire, eh bien, je joue un petit peu avec mon cerveau. Je me dis, bon, bah, tu sais ce que tu vas faire, tu vas juste prendre l'ordinateur, le ramener à côté du canapé, et puis tu ne fais plus rien. Après, juste tu ouvres l'ordinateur, et puis tu ne fais rien. Juste tu ouvres le document, et puis c'est tout, promis. Et puis après, tu écris une ligne et ça s'arrête là. Et puis, une fois que le corps se met en mouvement, le cerveau se tait parce qu'il s'est dit, finalement, ce n'est pas grand-chose. Et puis, on se met en mouvement. Donc, c'est une méthode que vous pouvez utiliser qui est magique quand vous êtes en baisse de motivation, où vous avez vraiment du mal à passer à l'action. Le deuxième levier, c'est l'énergie. Alors, déjà, il est très difficile de faire plusieurs choses à la fois. Ça ne fait pas partie du fonctionnement, c'est à l'encontre du fonctionnement du cerveau. Et là, vu le contexte que l'on vit, on est tous en énergie basse. Je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, moi personnellement, je suis en énergie basse. Et donc là, il est essentiel de se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire fixer des priorités, faire une chose à la fois et surtout se concentrer sur ses forces. Pourquoi je dis se concentrer sur ses forces? Parce qu'on n'en a pas tous conscience. Les choses qu'on fait naturellement, qu'on ne considère pas comme forcément exceptionnelles, et bien, j'ai envie de dire, utilisez ces forces que vous avez pour faire les choses plus facilement et plus simplement. Le but, c'est de se faciliter les tâches et de dire, je vais m'appuyer aujourd'hui plus sur ce que je fais avec facilité plutôt que sur ce qui me demande énormément d'efforts. Le troisième levier, c'est l'espace. Alors, l'espace, ça peut être l'environnement. Aujourd'hui, on est en télétravail, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit négliger cette partie. J'ai envie de dire que c'est encore plus important parce qu'on parle aujourd'hui de difficultés à faire la distinction entre vie professionnelle, vie privée. Les gens passent plus de temps à travailler, on ne change pas d'espace. Donc, faites en sorte, ce que je peux vous conseiller, même si vous n'avez pas la place d'avoir votre propre bureau, mais créer un environnement qui est fait juste pour le travail. On sait que les couleurs, par exemple, ont beaucoup d'impact sur notre créativité. Et aussi, ça, c'est essentiel, c'est le cercle social. C'est-à-dire avoir un cercle social qui est positif, qui nous monte vers le haut, et pas un cercle être entouré de personnes qui râlent tout le temps, qui sont très négatives, qui nous tirent vers le bas. J'ai envie de dire que c'est encore plus compliqué aujourd'hui. Donc voilà, cultiver des relations positives, même si notre vie sociale elle est plus limitée. Heureusement, nous avons les visios, les webinaires. Donc voilà, plus vous participerez à ce genre d'événements, plus votre niveau d'énergie va augmenter. Deux autres éléments, un qui est basique mais qu'on utilise, on ne fait pas forcément attention, c'est avoir une vie saine. Une vie saine, c'est-à-dire faire attention à son alimentation.
et surtout bien dormir parce qu'on sait que c'est essentiel pour le bon fonctionnement du cerveau. Enfin, tout ce qu'on mémorise, en fait, toutes les informations passent en mémoire, sont consolidées, passent en mémoire à long terme pendant le sommeil. Et aussi faire quelque chose de nouveau. Alors, faire quelque chose de nouveau, ça a deux avantages. D'un côté, ça active ce qu'on appelle le circuit du plaisir dans notre cerveau. Donc, ça nous fait ressentir du plaisir. Et donc, ça alimente notre énergie. Et aussi, bien, ça maintient ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. C'est-à-dire, plus on va faire de nouvelles choses, plus on va développer notre capacité à apprendre, par exemple. Et là, justement, dans le contexte actuel où on a moins l'occasion de voir de nouvelles choses, moins l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles expériences, c'est bien choisir des choses que vous pouvez faire que vous n'avez jamais faites. Par exemple, apprendre une nouvelle langue, apprendre un instrument de musique, enfin, peu importe, ce qui vous stimule vraiment. Ah, attends, on a juste quelques retours. Alors, quand on est chez soi dans un salon, comment aménager un environnement de travail et séparer les choses? Pas possible physiquement. Oui, alors là, si c'est vraiment impossible, je ne sais pas si cette personne, est-ce qu'elle a, pardon, j'ai pas vu, je ne sais pas qui pose la question. C'est Agnès. Agnès. Alors Agnès, j'ai envie de dire, si vous êtes vraiment dans l'impossibilité de vous créer un petit espace que vous laissez toujours pour le travail, ce que vous pouvez faire, c'est que dès que vous vous mettez au travail, vous pouvez mettre des objets qui vous font du bien. Une photo, une lampe, une plante. Donc, c'est comme si tous les jours, vous pouvez changer un petit peu j'ai envie de dire, c'est limite peut-être une bonne chose, c'est-à-dire que vous avez plus la possibilité de changer votre environnement de travail en fonction des jours. Donc voilà, en fait, c'est juste faire avec ce qu'on a et essayer d'être créatif. Ou bien même, j'ai envie de dire, moi, ce que j'ai mis un tableau aussi de visualisation sur mon ordinateur. Je ne sais pas si certaines, il n'y a que des femmes. Enfin, certains ou certaines d'entre vous utilisent des tableaux de visualisation, mais moi, quand je vois mon tableau de visualisation sur mon ordinateur, bien, ça me rebooste. Ça peut être ça aussi. Alors non, il n'y a pas que des femmes. Justement, il y avait Thomas qui a beaucoup apprécié l'exemple de l'ordinateur que tu as Oui, donné. Je l'ai trouvé aussi extrêmement bien parlant, bravo. mais parce que ça marche, en fait, c'est quelque chose que je dirais pas au quotidien. Heureusement, je ne suis pas dans cet état d'esprit au quotidien, mais je l'ai utilisé plusieurs fois et ça marche super bien. En fait, c'est devenu un jeu pour moi. C'est comme s'il y a une partie de mon cerveau qui me dit oui, mais je sais que tu te moques de moi, et l'autre qui dit oui, ça marche quand même. Et c'est super bien. C'est ça qui est incroyable avec le cerveau. Alors oui, il y a la question du tableau de visualisation, pardon. Qu'est-ce que c'est? Et partager un exemple, s'il vous plaît. Alors, je vais partager quelque chose de personnel. Non, mais c'est pas si personnel que ça. Alors, je vais arrêter. Est-ce que je peux aller sur mon écran partagé? Je ne pense pas pouvoir. Peut-être nous le décrire ou pour nous permettre nous-mêmes de le visualiser. Oui, alors c'est un tableau. On peut le faire soit de manière. Là, je remets quand même ma. Je suis désolée, hein, je voulais partager mon arrière-plan de l'ordinateur, mais quoi que je vais. Ah, vous voyez là? Non, on voit que le PowerPoint. Bon, bah, ça ne marche pas, alors désolée. C'est pas grave. Alors, le tableau de visualisation, ça peut se faire soit sur un tableau réel. Et donc, vous accrochez, vous pensez, là, il est essentiel de travailler sur sa mission, sur vos rêves, sur ce que vous voulez faire. Et donc, vous faites un collage des images ou bien de mots qui décrivent ce que vous voulez vivre dans votre vie. Moi, par exemple, mon tableau de visualisation, je l'ai mis sur mon ordinateur. Et c'est par exemple, c'est en me posant des questions sur ce que je veux vivre au niveau professionnel, sur ce que je veux vivre au niveau personnel, ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs. Et donc là, en fait, il y a des outils que vous pouvez utiliser qui sont très bien. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil Canva. Qu'on utilise, vous pouvez faire des outils de communication dessus, mais plein d'autres choses. Et donc voilà, faire un collage de toutes ces photos. Vous pouvez les prendre sur Internet, mettre des photos à vous pour avoir quelque chose qui représente en fait votre vision idéale de votre vie.
Et donc, ça rebooste énormément, surtout quand on est en perte de motivation. C'est pour garder le cap aussi, pour voir où on veut aller. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, et Stéphanie met quelques images Google. Merci beaucoup, Ah, Stéphanie. super. Et elle indique d'ailleurs que c'est vraiment amusant aussi à faire. Oui, très, parce que ce n'est pas des questions qu'on se pose toujours sur où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont nos rêves. Et justement, je vais revenir dessus après, quand on va parler du sens. Il est essentiel, justement, de donner du sens et de se connecter à ce qui est important pour nous pour dépasser ces périodes d'incertitude. Alors, optimiser ses expériences. Donc, c'est... Là, en fait, j'ai un mal énorme et pourtant je l'avais noté, à prononcer le nom de cet auteur qui est d'origine hongroise, mais je vais le chercher quand même parce que j'ai fait l'effort d'aller chercher sur YouTube pour voir comment le prononcer. Alors, c'est Mihai Csikszentmihalyi. Voilà, c'est ce monsieur-là qui a un nom très particulier. Bravo. Oui, parce que ça me perturbait. Je me dis, mais comment ça se prononce ce truc-là? Bon, avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur et pour les travaux qu'il a fait. Donc, monsieur Mihai, il a fait une étude qui a porté sur en fait, ce qui finalement nous procure du bien-être et de la satisfaction dans notre vie quotidienne. Et donc, il a fait une étude auprès de plusieurs personnes, je ne me rappelle plus combien, pour voir quelles sont leurs activités quotidiennes et quel impact ça avait sur leur niveau de bien-être et de satisfaction. Et donc, il a trouvé ce qu'on appelle aujourd'hui le flow, qui est une expérience optimale qui procure un enchantement profond et intense. Et quand est-ce qu'on vit ce flow? C'est quand on est engagé dans des activités qui présentent à la fois un challenge élevé, un défi pour nous, c'est-à-dire avec un enjeu fort, et qui mobilisent des compétences très fortes chez nous, c'est-à-dire ce qu'on sait faire. Et donc, ces activités-là, il a trouvé que ça augmentait le niveau de bien-être et de bonheur. Il a créé un cadran pour présenter un petit peu tous les états où on peut être en fonction du type d'activité qu'on peut faire. Là, par exemple, quand on est dans l'apathie, dans l'ennui, c'est qu'on est en train de faire sûrement une activité, une tâche qui ne mobilise pas beaucoup de nos compétences et qui surtout ne présente aucun enjeu, comme par exemple regarder la télé ou regarder de manière passive la télé. Il y a aussi la case qu'on voit en haut qui est l'anxiété. Et là, typiquement, on est dans une situation où la situation en fait, représente un challenge très élevé, un enjeu fort, mais où on n'a pas les compétences nécessaires. Et donc, ce qui est intéressant avec ce cadran, c'est qu'il dit qu'en fait, on peut mettre en place des actions pour essayer d'aller vers le flow. Donc, par exemple, quand on est dans une situation où on s'ennuie, on peut augmenter le challenge. Quand on est dans une situation d'anxiété, c'est-à-dire l'enjeu est élevé mais on n'a pas les compétences pour, on peut faire le choix de développer nos compétences pour se retrouver dans cet état de flow. Et moi, ce que je vous propose, c'est pour accéder à sa zone de flow, c'est de faire un petit diagnostic, par exemple de voir clairement quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous savez faire, qui vous procure du plaisir, que vous faites très bien. Vous pouvez prendre une journée type ou une semaine type et voir quelles sont les tâches que vous avez effectuées. Et après, vous voyez la correspondance. Est-ce que vous êtes plus dans un cadran d'anxiété? Est-ce que vous êtes plus dans un cadran d'ennui? Vous êtes dans le cadran du flow? Si vous avez plus de flow, tant mieux pour vous parce que ça augmente la qualité de vie. Et après, mettre en place les actions, c'est-à-dire si vous ressentez de l'ennui dans ce que vous faites quotidiennement, c'est que vous pouvez soit augmenter le challenge, c'est-à-dire que vous ne vous mettez pas des défis assez élevés, donc là, vous pouvez augmenter le défi, ou bien vous pouvez augmenter vos compétences si vous êtes dans une situation d'anxiété. Donc voilà pour le flow. Et j'en parlais tout à l'heure, le 7e levier, c'est renforcer les fondamentaux. Alors là aussi, Lamia, j'avais juste une question avant qu'on passe, parce que c'était justement sur le flow. Est-ce que le flow doit nécessairement être présenté un défi? Parce que Marie nous dit qu'elle ne l'imaginait pas comme ça, qu'il n'y avait pas de défi en fait derrière le flow. Quand je dis défi, c'est plutôt un challenge, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un enjeu derrière ce qu'on fait.
Parce que moi, je présente l'étude de l'auteur qui a beaucoup travaillé sur ça. Et si on utilise, par exemple, si on est juste dans l'utilisation des compétences élevées, alors que le challenge ou le défi ou l'enjeu, il est faible, enfin, on est plus dans la relaxation. C'est-à-dire que je fais des choses par plaisir. Par exemple, je suis en train de faire ce que j'aime faire. Ça peut être un loisir. Alors que le flow, c'est quelque chose de vraiment où on ne ressent plus le temps. On ne sent plus le temps passer. Vous voyez, par exemple, si vous voyez des artistes en plein travail, ils sont dans leur boucle temporelle, ils ne voient plus ce qui se passe autour. Et donc ça, c'est une des caractéristiques du flow. C'est-à-dire faire quelque chose de très important, c'est-à-dire c'est ça le challenge, il ne faut pas le voir de manière négative, le challenge, mais quelque chose qui est important pour nous et qui mobilise des compétences élevées. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors merci, c'est très très clair. On va voir si je te redirai s'il y a des D'accord, compléments de ok. questions. Très bien. Ah, alors attends, si justement, Marie a tapé assez vite. Ça m'est déjà arrivé d'être dans le flow, pourtant il n'y avait pas de notion de compétence particulière. Par exemple. Ouais, Marie, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Coloriage, peinture. Oui, alors là, je ne sais pas si c'est le flow ou la relaxation. Ceci dit, quand on est dans le coloriage et peinture, pour en faire de temps en temps moi-même, c'est pas forcément c'est pas la compétence dans le coloriage, mais ça nécessite quand même une concentration. C'est-à-dire, ça peut être la compétence d'être dans le détail, parce qu'on ne colorie pas tous de la même manière. Et c'est peut-être si vous le faites, peut-être vous pensez que ce n'est pas une compétence, mais finalement, c'est une compétence d'être vraiment très précise et très pointilleuse. Donc, ce n'est pas forcément des compétences dont on a conscience, mais ça peut être des compétences sous-jacentes, des capacités qu'on mobilise et qui nous entraînent dans cet état de flow. Donc, à vous de voir si c'est vraiment, vous sentez que c'est le flow, alors ça veut dire que forcément, vous utilisez des compétences chez vous. Même si vous considérez là le fait d'être très, très précis, c'est une compétence. Merci beaucoup, Lamia. Ouais. Alors, après le flow, on revient aux fondamentaux. Alors, pourquoi il est essentiel de se rattacher à ces fondamentaux en période de crise ou d'incertitude? C'est parce que c'est une des choses qui va nous permettre aussi de garder le cap et de dépasser des situations qui sont difficiles, par exemple, sur le plan émotionnel. Donc, il est essentiel d'identifier ce qui est important pour soi et tout d'abord, identifier le sens qu'on donne à notre vie. Donc là, ça permet, par exemple, pour l'activité professionnelle, de déterminer sa mission, sa vision. Mais au-delà de ça, en fait, le sens est très important. Ça fait même partie d'une branche de la thérapie qui s'appelle la logothérapie, c'est-à-dire aider les personnes à dépasser des situations difficiles, à se reconstruire en les aidant à donner du sens, à trouver le sens dans leur vie et à donner du sens à ce qu'elles font. Donc le sens nous permet finalement de lire le passé. Par exemple, si on fait une rétrospective de nos expériences passées, ça nous permet de voir à quoi ça a servi, qu'est-ce que j'ai appris. Donc, c'est une perspective qu'on donne à nos expériences passées. Ça nous permet de projeter le futur. C'est toujours plus facile de projeter un futur quand on sait ce qui est important pour nous que quand on ne sait pas. Et aussi, ça détermine les valeurs qui sont essentielles parce que c'est des moteurs de l'action. Donc, les valeurs motivent, c'est ce qui nous pousse à passer à l'action. Elles filtrent notre réalité. En fonction de nos valeurs, on va vivre les choses très différemment. J'ai envie de dire, par exemple, dans le contexte actuel qu'on vit, si votre valeur fondamentale est la liberté, eh bien, vous allez peut-être vivre mal les restrictions à votre liberté. Si votre valeur fondamentale, par exemple, c'est la santé, eh bien, vous allez adhérer plus et avoir un comportement qui va plus tendre à préserver votre santé. Donc, il ne faut pas oublier qu'on voit le monde en fonction de nos valeurs et des croyances associées à ces valeurs-là. Donc finalement, les valeurs ont un impact sur ce qu'on vit, sur ce qu'on se dit, sur ce qu'on ressent, donc notre expérience subjective, et aussi sur notre comportement. Et donc, quand on parle d'expérience subjective et de comportement, ben, finalement, c'est ce qui construit notre réalité propre. Parce qu'on a beau vivre le même contexte, vu de l'extérieur, mais on a tous des réalités différentes en fonction du sens qu'on donne à ça, en fonction de ce qu'on cherche à atteindre, en fonction de nos valeurs et en fonction des comportements qu'on met en place.
Donc voilà pourquoi il est essentiel d'identifier le sens qu'on donne à notre vie de manière globale. Et quelques réflexions, enfin, il y a plusieurs manières d'identifier ce qui est important pour soi. Il y a beaucoup de questionnaires sur les valeurs. Vous pouvez mener une réflexion aussi qui vous est propre sur le sens. En vous posant la question, par exemple, en faisant une rétrospective de votre passé, en vous posant la question sur les choix que vous avez effectués, qui ont transformé votre vie. Pourquoi vous avez fait ces choix-là à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été important et décisif? Quelles sont, par exemple, les 3 réalisations ou les réalisations dont vous êtes le plus fier? Et aujourd'hui, posez-vous la question pourquoi, pour qui vous êtes prêt à faire des sacrifices et pourquoi? Et aussi, quelles sont les 3 réalisations que vous voulez absolument atteindre? Alors là aussi, c'est important parce que il a été démontré que plus on écrit sur papier, on détermine ce qu'on veut réaliser, plus on a des chances de le faire. Donc voilà quelques questions de réflexion pour arriver à savoir quel est le sens et qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Alors le deuxième levier, c'est optimiser sa projection, c'est-à-dire choisir la bonne temporalité pour se projeter. Alors là, on vit tous une période d'incertitude et on sait que cette zone d'incertitude, en fonction de chacun d'entre nous, se situe entre, par exemple, je ne sais pas ce qui va se passer dans une semaine, je ne sais pas ce qui va se passer dans 3 mois, ou bien à plus long terme. Donc, ce qui est important, c'est que quand vous sentez le niveau de stress augmenter, il vaut mieux éviter cette zone d'incertitude qui est le court terme et soit vous ancrez vraiment dans le présent, vous vous projetez, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la journée, sur la semaine, et vous utilisez la méthode des tout petits pas, mais aussi, comme l'être humain a besoin de sens, a besoin de motivation, a besoin de rêver, et bien faire des projets à moyen long terme. C'est-à-dire, d'ici 1 an, qu'est-ce que vous voulez avoir réalisé? Quels sont vos projets professionnels ou personnels? Quels sont les voyages que vous allez faire quand ça sera possible? Donc, tout ça permet de maintenir la motivation. Ça fait du bien. C'est un petit peu comme le tableau de visualisation. Et ça permet en fait de changer de temporalité entre une projection à très court terme qui permet le passage à l'action et une projection à long terme qui permet le maintien de la motivation. Donc voilà, je vais essayer de terminer. Je ne sais pas, on a encore le temps, Chloé? Oui. Alors sur vos alliés, c'est la bienveillance envers vous-même. Si vous êtes perfectionniste, j'ai envie de dire, c'est le moment ou jamais de mettre de côté ça et de vous dire on passe par une période difficile. Faites encore plus preuve de bienveillance envers vous-même. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses parfaitement. De toute façon, la perfection n'existe pas. Faites avec ce que vous avez. Je ne sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Le 4e accord dit faire de son mieux. Moi, j'ai envie de dire encore plus aujourd'hui, faire comme vous pouvez avec ce que vous avez. Cultiver l'authenticité pour les gens en fait, qui ont des difficultés à exprimer. On parlait tout à l'heure des émotions parce qu'elles veulent être toujours fortes, montrer qu'elles peuvent tout gérer. Eh bien, peut-être c'est l'occasion aussi de montrer votre vulnérabilité. On est tous vulnérables, on a tous nos faiblesses. Donc, soyez authentiques. Comme on vit tous la même chose, donc on est plus empathique. S'appuyer sur ses forces au lieu d'essayer de tout faire, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a tous des forces, parfois souvent inconscientes, parce que justement, on fait les choses très facilement. Donc, on ne se rend pas compte qu'on mobilise des capacités que les autres n'ont pas forcément. Et aussi, c'est un élément très important, même si on vit une situation difficile, même si on subit, il ne faut pas, on a le droit bien sûr de n'être pas bien, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tomber dans la victimisation. Et là aussi, moi j'ai une petite astuce quand je ne me sens pas bien. Eh bien, je me dis, je vais prendre ma petite demi-heure Calimero. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous vous rappelez de Calimero, que personne n'aimait, que tout le monde rejetait, ça se passait mal. Voilà, je vois Chloé. Ben voilà, moi, quand je ne suis pas bien et que j'ai envie de faire mon Calimero, je me dis consciemment, voilà, tu vas prendre ta demi-heure Calimero, tu vas dire que ça se passe mal dans ta vie. Et voilà, juste le fait de me laisser accueillir mes émotions, je sais que ça va passer et après, je reprends le pouvoir sur mes pensées, mes émotions. Parce que n'oubliez pas que c'est vous qui avez le pouvoir.
Et donc, en parlant de pouvoir, moi, j'ai envie de vous dire qu'il est essentiel, et ça nécessite une pratique au quotidien de développer sa posture méta, c'est-à-dire sa posture d'observateur, observer ses pensées, parce que souvent, elles sont inconscientes. Et quand on sait que c'est quelque chose d'inconscient qui va avoir un impact sur ses émotions et sur ses comportements, eh bien, il faut faire l'exercice de le ramener à la conscience. Et vous choisissez de manière consciente, est-ce que vous y adhérez ou pas? Aussi, les émotions, on en a parlé, c'est essentiel de faire le point sur ces émotions de manière régulière. Qu'est-ce que vous ressentez? Et aussi se reposer quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce n'est pas le moment en fait, de vous laisser envahir par ce flot d'émotions, parce que ce n'est pas toujours le moment de jouer son Calimero, justement. Eh bien, vous reposez sur votre souffle. Juste se reposer sur la respiration permet à cette émotion de passer. Et enfin, aussi vous concentrer sur ce que vous faites et sur votre corps de manière générale, sur votre posture. Alors pourquoi c'est essentiel? On n'en parle pas encore assez, mais le corps a un pouvoir extraordinaire. Aujourd'hui, on parle de cognition incarnée, c'est-à-dire que la cognition, elle est liée à notre corps. Et le corps a une mémoire. C'est-à-dire que quand on vit une expérience, eh bien, souvent de manière inconsciente, ça réveille des sensations corporelles qu'on a vécues. Et donc, c'est essentiel de toujours prendre conscience de sa posture, de ses expressions faciales. Et d'ailleurs, et je terminerai sur ça pour la petite anecdote, c'est qu'ils ont démontré, par exemple, dans une étude faite sur la cognition incarnée, justement, c'est que si on empêchait des personnes de sourire quand elles regardaient un film, enfin une comédie, eh bien, elles trouvaient le film moins drôle que quand on permettait aux personnes de sourire. C'est juste pour vous dire que ce qu'on fait avec notre corps a un impact sur ce qu'on pense. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Alors justement, Marie-France vient d'en poser une. Les accords Toltec, c'est quoi? Et voilà, alors, les accords Toltec, c'est un livre écrit par Miguel, désolée, j'ai oublié le nom de famille. C'est un livre très simple, très facile à lire et qui parle de 4 principes sur lesquels nous pouvons baser notre vie et qui changent en fait notre rapport au monde et notre rapport aux gens. Donc, alors les 4 accords, la vérité, je ne me rappelle pas des 4. Je pense c'est que votre parole soit impeccable, le premier, c'est-à-dire faire toujours attention aux paroles qu'on dit à l'autre, mais aussi à nos paroles, notre parole interne. Le deuxième ou le troisième, c'est de ne jamais prendre les choses de manière personnelle. C'est-à-dire si une personne vous agresse, c'est qu'elle ne fait qu'exprimer une frustration qu'elle ressent en elle-même. Ce n'est pas vous, ce n'est pas contre vous, c'est juste un malheur ou quelque chose de négatif qu'elle exprime et qu'elle ressent. Le quatrième, c'est faire de son mieux. C'est-à-dire vous ne pouvez pas faire au-delà. Le plus important, c'est être en accord avec vous-même. Et le troisième, si quelqu'un... Ne faites aucune supposition, j'étais en train de le chercher. Ah oui, super. Je ne peux pas l'expliquer parce que je ne connais pas, mais Et il est très bien, franchement, il est très très bien. En plus, ça se lit très facilement. Et c'est des principes qu'on connaît tous, mais voilà, la manière dont c'est expliqué, je la trouve très bien et ça change notre perspective, notre rapport au monde. Alors oui, justement, je te laisse. Quentin. On a des super retours, en tout cas, bravo Lamia. Merci beaucoup, je vais aller voir. Je te laisse conclure. Oui, alors il n'y a plus de questions dans ce cas-là? Non, j'en vois D'accord. pas. Avez-vous des livres à conseiller, justement? Si, pardon, je viens d'avoir. Alors, oui, j'en ai plein. J'en ai une tonne, j'ai envie de dire. Mais en dehors des accords Toltec, alors j'ai envie de dire, c'est en fonction de ce qui vous parle le plus. Moi, par exemple, il y a les livres de Wayne Dyer, qui est un docteur en psychologie, qui a écrit beaucoup sur la spiritualité par la suite. Un de ses livres que j'aime beaucoup, c'est Le pouvoir de l'intention. Alors, pourquoi j'aime beaucoup? Parce que c'est un livre qui permet d'être dans l'action, mais tout en restant lié à ce qui est important pour soi. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir, je pense, une ouverture à la spiritualité, mais pas forcément, ce n'est pas... Enfin, c'est vrai que lui, il est chrétien religieux, mais c'est un livre qu'on peut lire en fonction de ses propres croyances. Il suffit de croire en une intelligence universelle. Et voilà, c'est un livre qui me plaît beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres livres? Oui, il y a les livres de Louise Hay aussi,
qui parle beaucoup du rapport à soi. Et donc, j'aime bien son approche. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres Et puis, il y a les livres de plus orientés action, comme le livre qui est d'un coach américain très connu, Brian Tracy, qui parle justement sur comment mettre en place des objectifs efficaces et passer à l'action. Voilà, donc ça, c'est des univers un peu différents. Je pense que ça peut parler à tout le monde. Alors, Wayne Dyer, je le conseille à des personnes qui croient en l'existence de quelque chose d'universel. Et puis même, je veux dire, ça fait du bien. Louise Hay, pour les personnes qui ont besoin de développer l'amour envers soi. Les 4 accords Toltec, j'ai envie de dire, c'est un universel, ça parle à tout le monde. Et Brian Tracy pour les personnes qui veulent être plus dans l'action. Ah, et est-ce que tu aurais un auteur français? Ah oui. Il y a Christophe André, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pardon? Il y avait Christophe André aussi. Oui, bien sûr, Christophe André. Oui, j'aime beaucoup Christophe André. Et il y a aussi... non, lui, il n'est pas français par contre. Est-ce qu'il y a des auteurs Tiens, on me pose une colle en fait. Là, en tête, la vérité, j'ai rien en tête. Alors justement, Emmanuel propose Thierry Johnson. Oui, j'en ai entendu parler. C'est vrai que je n'ai pas lu ses ouvrages, mais oui, c'est vrai. Super. Oui, on a des très bons retours avec plein d'outils proposés pendant ce super, webinaire, donc super. bravo. C'est bien l'intelligence, le partage et le collectif. Super. Eh bien, je te laisse et puis je ferai un petit mot de la fin pour conclure. D'accord, très bien. Bah, je vous remercie beaucoup pour d'avoir été là, pour vos interactions. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai vu que ça interagissait beaucoup, donc je prendrai le temps de lire tout à l'heure. Donc, comme j'ai dit, moi, je suis coach et j'accompagne sur la flexibilité cognitive, émotionnelle, adaptabilité. Si vous avez besoin de plus d'informations, soit par rapport à ce qu'on s'est dit dans ce webinaire, ou pour d'autres choses qui vous interpellent, n'hésitez pas à me contacter. Et aussi, si vous voulez en savoir plus, je fais aussi des formations, des ateliers, pour l'instant à distance, sur le passage à l'action, justement, dont on vient de parler. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez mon mail si vous voulez avoir plus d'informations. Voilà. Et merci beaucoup, Chloé. Merci au BGE Club. Bah, surtout, merci à toi, Lamia, parce que vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié en plus. Voilà, personnellement et professionnellement. Donc, merci beaucoup. On a énormément de chance voilà, d'avoir des intervenants aussi experts dans leur domaine et qui partagent surtout beaucoup. Donc, merci beaucoup, Lamia. Parce que je pense que c'est pas mal d'outils qu'ils vont pouvoir réutiliser. Oui. Donc, merci. Avez-vous prévu de nous envoyer la doc, nous demande Thomas? Oui, bien sûr. Oui, oui. Enfin, je passe sur ton contrôle. Oui, bien sûr. Oui, c'est prévu. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre implication, pour les échanges, parce que pareil, c'est très agréable voilà, en animation, j'imagine pour la mienne aussi, surtout Oui. voilà, d'avoir de l'interaction et d'échanger. On est ravis. Donc, bientôt, le 11 février prochain webinaire, ce sera avec le cabinet Alteréthique sur l'agrément ESUS. Donc, on passe dans un tout autre sujet qui va être plutôt sur tout ce qui est l'engagement dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, il y a quand même des choses qui se regroupent, avoir du sens, s'engager. Donc, ça, c'est chouette. J'espère, oui, effectivement, comme le dit Olivia, que ça va vous permettre de redémarrer l'année d'un nouveau pied. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'était très, très positif et que voilà, ça sera forcément utile. On se retrouve bientôt pour de nouveaux événements. Et encore merci beaucoup, Lamia. Et à très bientôt. Merci. Et j'ai envie de dire à tous, gardez le cap. Voilà, et essayons au maximum en fait de capitaliser sur ce lien qui nous unit. On vit tous la même chose. Donc voilà, bon courage à tous et bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.